Bonjour à tous. Alors, c'est un épisode un petit peu particulier parce qu'il est à la fois diffusé sous forme de podcast, donc de manière complètement traditionnelle, donc disponible sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Et il y a une version vidéo qui va être disponible également sur YouTube. Alors, on va parler de fiscalité et on va pas parler de fiscalité seulement une fois, on va parler de fiscalité tout au long de 5 épisodes spéciaux de l'été. Comme je le dis depuis quelques semaines où j'annonce ces épisodes, bon, à l'heure où certains sont sur la plage ou se baladent en montagne ou à la campagne, nous on va parler de fiscalité. Bon, cela dit, pas de crainte, ces épisodes pourront être réécoutés tout au long des mois qui viennent parce que la fiscalité n'évolue pas tant que ça, il faut bien le reconnaître, et c'est d'ailleurs plutôt heureux. Petite parenthèse avant de continuer. Cette série d'épisodes, elle fera l'objet en fait d'un e-book qui clôturera l'ensemble de cette série. Cet e-book qui sera disponible gratuitement sur un lien dans lequel vous pouvez aller vous inscrire dès maintenant. J'ai mis le lien dans les notes de l'épisode. Voilà, et il sera disponible en fait en septembre. Voilà, ça sera une synthèse écrite de l'ensemble des informations que je vais communiquer ici. Ce premier épisode de cette série de 5, il va être un petit peu une introduction globale, parce qu'on pourrait après tout s'interroger, est-ce qu'il est nécessaire de maîtriser la fiscalité quand on s'intéresse à l'immobilier? Alors moi là-dessus, je vais être ultra catégorique. Oui, et le oui va être énorme, il va être absolument immense. C'est-à-dire, je ne conçois pas qu'on fasse de l'investissement immobilier en 2024 sans tâter un minimum de la chose fiscale. Parce que sinon, on risque d'être les dindons de la farce, on risque de se laisser peut-être abuser par des placements qui ne sont pas efficaces. Et comme on va le voir, la fiscalité immobilière, malheureusement, elle est un petit peu compliquée. Je vais pas vous vendre du rêve, surtout que c'est pas mon habitude. Je vais pas vous vendre du rêve, je vais pas vous dire que tout ça est très très simple. C'est loin d'être le cas. Alors pourquoi il faut peut-être davantage s'intéresser à la fiscalité immobilière en 2024 qu'on ne le faisait ces dernières années? Il y a une première raison, c'est que la rentabilité immobilière, elle a pas mal baissé ces dernières années. Logique, le prix des biens a augmenté et donc de ce fait, on se retrouve avec une fiscalité immobilière qui a baissé. Alors si en plus de ça, on se retrouve avec un impôt à payer assez fort, qui va venir amputer son revenu de la location, vous voyez que ça risque rapidement de poser un problème. Et quand on regarde la rentabilité immobilière moyenne à l'échelon national, il y a une étude qui est parue cet automne, l'automne dernier, sur cette question-là, on se rend compte que les rentabilités immobilières, elles sont pas parfois ce qu'on imagine, elles sont plutôt aux alentours de 3,5% à peu près en moyenne nationale. Alors évidemment, ça va dépendre des situations géographiques, elles sont plus importantes, ces rentabilités, à certains endroits que d'autres, mais on n'est pas sur des rentabilités de 8, 10, 15%, comme parfois certains voudraient le faire croire à tort. Autre élément, c'est que l'immobilier, c'est pas la seule solution d'investissement. Il y en a d'autres. Aujourd'hui, un investisseur, qu'est-ce qu'il fait? Il compare. Il a différents produits à sa disposition. Il a l'immobilier, il a les placements en bourse, il a l'or, pourquoi pas, il a aussi les crypto-monnaies, même si c'est pas nécessairement ma tasse de thé pour différentes raisons. Il n'empêche que les crypto-monnaies, c'est une possibilité. Il y en a d'autres. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous avez presque, en caricaturant un peu, je reconnais, autant de fiscalité qu'il y a de placements différents. Alors j'exagère un petit peu, mais c'est pas totalement faux non plus. Alors, quels vont être les différents objectifs de ces épisodes et de cette série? Un, c'est vous faire comprendre les fondamentaux de la fiscalité immobilière. Alors, pas tout, parce que là, on y passerait des dizaines d'heures. Mais en tout cas, de vous faire comprendre qu'est-ce qu'il est important de savoir en fiscalité immobilière. Ensuite, que vous ayez vos propres outils d'analyse. Alors, de l'analyse qui va rester superficielle, succincte, mais il n'empêche que c'est toujours intéressant d'avoir quelques outils d'analyse, même imparfaits,
même incomplet, plutôt que de ne pas en avoir du tout. Donc ça va être aussi cet objectif. Et moi, je vais faire une autre parenthèse. Je n'en peux plus des formations mensongères, que ce soit en immobilier, que ce soit en investissement de manière générale. J'en peux plus de ces formations mensongères qui vendent du rêve. Voilà, alors on connaît les grands classiques. Devenez millionnaire en 3 semaines. Là encore, je caricature, mais il y a un peu de ça. Devenez rentier en 1 an. Bon. Tout ça, ça n'existe pas. Voilà. Et à un moment donné, il est bien que certains, alors j'en fais partie, mais il n'y a pas que moi, hein, attention, il est bien que certains tiennent un discours de réalité, un discours aussi réaliste, crédible, qui veut dire tout simplement que les choses sont pas si simples que ça. Et que si on veut prendre pied dans l'immobilier comme d'autres types de placements, c'est pas si simple que ça. Et plutôt que de vendre du rêve, plutôt que de vendre des lendemains heureux qui peut-être n'arriveront pas, il vaut mieux être réaliste dès le départ, de manière en fait à ce que vous vous forgiez vos propres outils d'analyse. Alors une fois qu'on a acquis ses propres outils d'analyse, c'est pas si compliqué que ça, C'est pas si compliqué que ça. Mais il faut quand même faire un petit effort à ce niveau-là. Et de manière générale, fuyez les formations qui vous vendent des espèces de choses toutes faites, enfin, qui vous donnent l'illusion que, sans trop d'efforts, vous allez investir en immobilier. Moi, c'est pas mon propos du tout, et je tiens là-dessus à être extrêmement clair. Pourquoi la fiscalité, elle est importante et pourquoi il est important quand même de savoir où on met les pieds ? Parce que c'est une question pour laquelle le particulier est assez seul. Vous n'allez pas avoir autour de vous quantité de personnes, même si ce sont des professionnels, qui vont vous aider. Prenons l'agent immobilier. C'est pas le rôle de l'agent immobilier, en fait, d'être un conseiller fiscal. D'ailleurs, pour être très honnête sur cette question, la fiscalité ne fait pas partie de son devoir de conseil. Si à un moment donné, vous commencez à interpeller votre agent immobilier qui vous vend un bien en lui demandant « Dites donc, là, ça serait quel montant de loyer que je devrais appliquer ? À votre avis, il vaut mieux que je fasse de la location nue ou de la location meublée ? Si je fais de la location meublée, est-ce qu'il vaut mieux que je sois au micro-BIC ou est-ce qu'il faut mieux que je sois au BIC réel ?» Bon, alors peut-être que ça vous parle pas tout à fait ce que je suis en train d'expliquer, mais c'est des questions légitimes. L'agent immobilier n'a pas à répondre à ces questions-là, c'est pas son travail. Il sortirait de son devoir de conseil s'il le faisait. Et puis pour une raison simple, c'est qu'il ne connaît pas votre fiscalité. Et donc, vous apportez un conseil trop précis sur ce plan sans connaître votre situation fiscale, à la limite, ce serait de l'escroquerie. Parce que on ne peut apporter un conseil crédible à quelqu'un sur des options fiscales à choisir que si on connaît sa situation fiscale d'ensemble, qui peut être dans certains cas relativement compliquée. Si l'acquéreur il est en couple, qu'il y a la fiscalité de madame, la fiscalité de monsieur, qu'il y a tout un tas d'éléments qui rentrent en ligne de compte, et là le choix va pas être si simple que ça. Donc c'est pas le rôle de l'agent immobilier, c'est pas le rôle du banquier non plus. Moi j'ai envie de dire presque au contraire, parce que si vous venez voir votre banquier en lui demandant un prêt pour investir, pour faire de la location, vous allez pas venir en lui demandant mais au fait c'est quoi les options fiscales que j'ai intérêt à choisir. C'est que quand vous allez le voir, vous avez intérêt à avoir choisi ces différentes options, à savoir combien vous allez louer, quel va être le montant de l'impôt que vous allez payer, quelle rentabilité vous allez dégager. C'est pas lui qui va vous calculer tout ça. C'est pas le rôle non plus du courtier. Bon, sans insister non plus là-dessus. Alors évidemment, tous ces gens, ça ne veut pas dire qu'ils sont incompétents, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas vous apporter tel ou tel conseil, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais simplement, ce n'est pas leur fonction, ce n'est pas leur rôle, et donc, il faut toujours se méfier ici, non pas du professionnalisme de ces personnes que je viens de citer du tout, mais que ce n'est pas leur fonction de vous apporter un conseil sur le plan fiscal. Puis moi, je pars aussi d'un autre principe, c'est que en matière fiscale, notamment, mais pas que, c'est toujours bien quand on est face à un interlocuteur de maîtriser le domaine
avec lequel on va échanger avec lui, plutôt que d'être celui qui est totalement incompétent. Je vais prendre un exemple me concernant, voilà, qui est peut-être pas très glorieux, que je prends parfois, mais quand moi je suis face à mon garagiste, alors là, mon garagiste pourrait me vendre n'importe quoi en termes de réparation, etc. Je n'y connais strictement rien. C'est comme ça, voilà, j'ai jamais pris le temps, ça me passionne pas spécialement. Oui, mais s'il me vend un jour une réparation à 1000 euros, je vais prendre la réparation à 1000 euros, je vais même pas la discuter, j'en suis incapable. Alors, on va dire c'est pas très très grave puisqu'il s'agit simplement d'une réparation concernant un véhicule. Ça peut être autrement plus grave sur des questions fiscales où on est parfois sur des choix qui vont s'opérer sur plusieurs années et donc je vais pas changer de fiscalité tous les 4 matins. Donc on voit l'intérêt quand même de maîtriser tout ça. Autre question, à laquelle je vais essayer quand même de répondre au fil de ces différents épisodes, pourquoi la fiscalité est-elle si importante en immobilier ? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Là, je vais un peu plus aller dans le détail. Bon, tout d'abord, c'est le poids des prélèvements obligatoires en France en 2024. Il est très élevé. En France, on paye beaucoup d'impôts. Donc, si on paye beaucoup d'impôts sur ces différents revenus, que ce soit des revenus de salaire, que ce soit des revenus, par exemple, ce qu'on appelle les revenus de capitaux mobiliers, si je possède des actions en bourse notamment, si je fais de la location nue, de la location meublée, je vais payer de l'impôt sur les revenus que je vais dégager. Comme cet impôt va être élevé, j'ai tout intérêt à maîtriser quand même les mécanismes qui me permettraient, de cas échéant, de payer moins d'impôts que ce qui est prévu. Alors non pas qu'on va frauder, parce qu'évidemment, ce discours va être totalement étranger à mon propos. Tout ce que je vais dire ne s'appuie que sur des règles évidemment légales. Ça, je tiens là encore à le préciser sur un plan purement déontologique. On a un système fiscal qui est fait, on connaît, on a un barème de l'impôt sur le revenu, on a un barème dit progressif, on a une première tranche d'impôt à 0%, il y a une grande partie des contribuables qui sont concernés, puisque quasiment la moitié des contribuables en France ne paient pas d'impôt sur le revenu, et puis on a une tranche élevée à 45%. Et puis entre les deux, on a une tranche à 11, une tranche à 30, une tranche à 41%. Donc ça veut dire qu'en fait, plus on va gagner d'argent, plus on va avoir de revenus et plus on va payer d'impôts. Alors là, j'enfonce une porte ouverte en disant ça. Oui, mais ça a un impact, ça. Parce que ça veut dire que plus je vais gagner de l'argent avec mes locations immobilières, et davantage je vais payer d'impôts. Et comme je vais payer de plus en plus d'impôts, ça va peser sur ma rentabilité. Ce qui fait que plus je paye d'impôts, plus en général je suis exigeant sur la rentabilité que je vais dégager, ce qui est tout à fait logique. Surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à ça, on va rajouter les prélèvements sociaux. Et donc la facture risque d'être assez importante au final. Je vais prendre juste 2 exemples. Si je suis imposé à la tranche la plus faible, si je fais abstraction de la tranche à 0%, je suis imposé à 11% et je vais payer en plus 17,6% de prélèvements sociaux. Ça veut dire que si sur des revenus de location, par exemple à 1000 euros, je vais toucher après impôt en net 714 euros. Bon. Et si je suis imposé à 45% et j'ajoute mes 17,6% de prélèvements sociaux, sur un revenu dégagé de ma location nue, par exemple, eh bien là, je ne vais plus toucher que 374 euros sur les 1000 euros que j'ai touchés. Donc on voit bien le poids absolument considérable, l'impact que peut avoir ce barème progressif sur ce qu'il me reste au final. Et donc, cette fiscalité, elle va avoir une influence sur la rentabilité, elle va avoir aussi une influence sur le cash flow qui va se dégager ou pas en fin de compte en fonction de l'investissement que j'ai réalisé. Donc, on voit bien, et vous voyez, sans aller dans le détail viendra au cours des épisodes, qu'en fonction de la fiscalité qui s'applique à moi, eh bien, je vais me retrouver dans une situation qui n'est pas nécessairement une situation identiques, loin de là, et qui va avoir en fait une influence assez importante sur ce que je vais dégager en net.
Il y a aussi un autre élément, c'est que l'imposition des revenus de la location, elle est relativement complexe. Davantage que d'autres, plus que d'autres placements. Je vais prendre un exemple. Si par exemple je place de l'argent en achetant des actions, alors, ça peut être des actions LVMH, ça peut être des actions, je sais pas moi, Chanel, enfin bon, tout ce qu'on veut, Total, etc. Si j'achète des actions, le revenu de ces actions, les dividendes, vont être imposés de manière très simple. Ils sont imposés à 30%. C'est ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique. Si je fais de la location, alors là, on va voir que s'ouvre à moi, et ça va être l'objet des 2 épisodes suivants à venir, c'est un peu un océan de décisions à prendre. Est-ce que je vais faire de la location nue ou est-ce que je vais faire de la location meublé. Si je fais de la location nue, est-ce que je choisis du micro-foncier ou est-ce que je choisis du foncier réel? Si je fais de la location meublée, est-ce que je fais du BIC, du micro-BIC ou est-ce que je fais du BIC réel? Et à l'intérieur de tout ça, j'ai d'autres possibilités. Par exemple, si je fais de la location meublée et que je choisis une imposition au réel, je vais pouvoir faire des amortissements, notamment, j'expliquerai cette notion-là. Mais en fait, on voit que alors qu'a priori, je suis dans un cadre qui est un cadre à peu près, on se dirait pour le commun des mortels, c'est de la location d'un appartement. Bon, point. Bah oui, mais derrière cette réalité de location d'un appartement, il se cache quand même beaucoup d'options fiscales qu'il faut maîtriser pour être capable de faire le bon choix. Donc en fait, on voit que ce placement très particulier qui est de l'immobilier, il obéit à une logique qui est quand même beaucoup plus complexe que d'autres types de placements. Alors ça, c'est pour parler de l'impôt sur le revenu, mais il n'y a pas que ça. On pourrait parler aussi de l'impôt sur les sociétés. Je ne vais pas en parler parce que l'impôt sur les sociétés pourrait s'appliquer si je décide notamment d'être imposé dans le cadre d'une société civile immobilière. Ah, et là, j'ouvre une autre boîte, société civile immobilière, qui est aussi une possibilité que j'ai de maîtriser de manière différente ma fiscalité. Mais on va la laisser de côté, cette boîte, parce que je veux pas ouvrir quantité de fenêtres en même temps, autant maîtriser déjà ce qui peut l'être de manière simple. On va aussi devoir parler de taxes foncières, parce que quand je suis propriétaire d'un bien que je donne à la location, je vais payer une taxe foncière. Or, on sait que la taxe foncière, elle pèse de plus en plus en 2024 sur les propriétaires. En moyenne, ces 10 dernières années, la taxe foncière, elle a augmenté de 40%. Parfois c'est plus, parfois c'est moins selon les communes, puisque c'est chaque commune qui décide de la taxe foncière applicable. Mais ça a un poids quand vous comptabilisez votre taxe foncière et que vous l'enlevez de vos loyers encaissés, vous voyez bien qu'il vous reste encore quelque chose en moins. Et il y a un autre élément, c'est l'impôt sur les plus-values immobilières. Alors autant l'impôt sur les plus-values immobilières, je n'en paye pas si jamais je vends mon habitation principale, donc le problème il est réglé. Si je revends un bien que j'ai donné à la location, je vais payer un impôt sur les plus-values immobilières. Or, il est assez élevé puisque il y a 19% d'impôts forfaitaires à payer, plus 17,6% de prélèvements sociaux, ça au moment de la revente. Alors évidemment, si je veux acheter un bien uniquement pour le louer et qu'il n'est jamais dans mon option de le revendre un jour ou de le revendre, par exemple, dans une trentaine d'années, évidemment, je vais évacuer cette question. Mais si je veux revendre ce bien dans les 10 ans, je vais payer de l'impôt sur les plus-values immobilières et évidemment, ça va peser là encore sur ma rentabilité globale. Donc vous voyez que là encore, on a un élément de fiscalité qui va peser et il vaut mieux y réfléchir avant. Alors qu'il y a une manière, quand on parle de fiscalité, vous voyez, de se poser des bonnes questions. Parce que évidemment, on peut tout de suite, vous pourriez arrêter de m'écouter en disant oh là, tout ça est trop compliqué, je laisse tomber. Moi, je vais prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire que
cette relative complexité de la fiscalité va m'obliger à me poser les bonnes questions dès le départ. Je fais de la location nue ou de la location meublée? Est-ce que je fais des travaux ou pas? Bah oui, il y a des travaux qui sont déductibles fiscalement, il y en a d'autres qui le sont pas. Ensuite, est-ce que je vais revendre ou pas? Bon, toutes ces questions-là vont avoir une incidence fiscale. Donc, il y a intérêt quand même à s'interroger dès le départ sur ces notions-là. Et puis la fiscalité, il y a une question de réglementation. Certes, la réglementation fiscale est complexe, mais elle change pas tous les 4 matins. Moi, j'ai étudié la fiscalité étant étudiant il y a déjà bien longtemps. Finalement, les grands fondamentaux n'ont pas bougé. Alors, attention, il y a des évolutions chaque année. J'avais fait un épisode il y a déjà quelques mois où j'expliquais tous les changements en fiscalité immobilière pour 2024. Bon, j'y avais passé 45 minutes quand même. Bon, donc il y a des changements. Mais on a des grands ensembles, des grandes structures qui demeurent, qui varient assez peu, et donc ça c'est plutôt heureux de savoir quand même qu'il y a un socle qui est assez stable. Alors, néanmoins, il y a des évolutions. Et là, on a une évolution, alors non pas qui est en cours quand même. C'est ce qu'on appelle le LMNP. Qu'est-ce que c'est que le LMNP? C'est la location meublée non professionnelle. Le meublé. Je fais du meublé. Que ce soit du Airbnb ou pas, d'ailleurs. Et là, on voit qu'il y a un changement qui risque de s'opérer dans les années qui viennent, tout simplement parce que le meublé a toujours bénéficié d'une fiscalité extrêmement attractive, pour une raison simple. On est un pays très attractif sur le plan touristique. On est une des premières destinations au monde, il faut jamais l'oublier. Donc on a besoin d'un très fort potentiel d'accueillir des étrangers en France, et puis sans compter les Français qui vont aussi en vacances. Donc il y a un très gros besoin à ce niveau-là. On a une offre hôtelière et on a une offre de la part des particuliers qui est assez riche. Quand on veut aller aujourd'hui louer une maison ou un appartement pour des vacances dans n'importe quel endroit en France, on se rend compte qu'on a quand même des possibilités assez intéressantes et plutôt qualitatives. Pourquoi? Parce que depuis des décennies, on a une fiscalité du meublé qui est plutôt très attractive. J'y reviendrai dans un des épisodes suivants. On a une fiscalité qui est très attractive et cette fiscalité très attractive, elle a poussé les gens à faire du meublé. Mais on se dit que on est peut-être allé trop loin dans ce domaine et que c'était trop attractif. Ce qui fait qu'on a des villes dans lesquelles aujourd'hui, je parle des métropoles, on a un déficit assez important de location nue, ce qu'on appelle la location longue durée classique, parce qu'effectivement aujourd'hui, quand vous êtes propriétaire, vous avez peut-être intérêt à faire de la location meublée plutôt que de faire de la location nue. Bon, alors oui, sur le point de vue du propriétaire, c'est sympathique, mais point de vue des locataires qui cherchent, des familles qui cherchent à se loger, des étudiants qui cherchent à se loger pour plusieurs années d'études, etc., c'est un peu plus compliqué. Et on voit bien que depuis 1 an à peu près, on voit se dessiner peu à peu, mais alors de manière complexe. Là-dessus, le gouvernement et le Parlement sont pas d'une immense clarté, malheureusement. On a des avancées, des retours en arrière, etc. Mais on sent bien que la fiscalité du meublé, son âge d'or, il est sans doute derrière nous et que les choses vont être plus restrictives dans les années qui viennent. Alors ça serait dommage de pas s'y intéresser, parce que si aujourd'hui en 2024 je veux faire du meublé, je suis pas certain de bénéficier d'une fiscalité aussi attractive que celle dont j'aurais bénéficié si j'avais fait cet investissement il y a 20 ans. Il y a fort à penser que la fiscalité du meublé va être moins avantageuse dans les années qui viennent. Ça, on en tient compte quand on fait un choix d'investissement. Donc vous voyez que ça fait quand même beaucoup de choses à traiter, et si mon but était de vous convaincre, je vous cache pas que le but ici de ce premier épisode, c'était vraiment de vous convaincre à quel point la fiscalité en matière immobilière, elle est absolument fondamentale, il est absolument très important de la maîtriser au minimum, si on veut se guider, si on veut faire des bons choix d'investissement. Ou alors, si on n'a pas envie de tout ça,
on se prend une assurance vie en fonds euros toute simple, hein, et puis voilà. Ça veut pas dire que l'assurance vie en fonds euros est nulle. Elle correspond à une autre catégorie d'investisseurs, plus tranquilles, effectivement, parce que moi je considère que investir en immobilier n'est pas nécessairement quelque chose de tout repos. Je vais faire une dernière parenthèse, voilà, j'en ai ouvert peut-être un peu trop depuis le début. On parle parfois de rendement passif. De revenus passifs, plus exactement. Alors, ce serait quoi des revenus passifs? Des revenus passifs, ce serait des revenus qui tomberaient automatiquement. Alors moi, il y a un truc. Alors c'est un effet qui vise un petit peu les formations dont je parlais au début. Hein, les revenus passifs. Les revenus passifs, ça serait des fameux revenus. Une fois que vous avez installé les choses, ça tombe tout seul. Et on dit parfois que l'immobilier, c'est un revenu passif. Alors je trouve ça d'une crétinerie totale. Tous ceux qui font de l'immobilier en matière locative savent très bien que ça a rien de passif. Voilà, choisir un locataire, le mettre en place, le sélectionner. Ensuite, il vous appelle parfois un dimanche matin parce qu'il y a un problème d'eau chez lui et que voilà, alors c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas de la passivité. Et parfois, vous avez des gens qui tombent de haut parce qu'ils se sont laissés abuser par des discours de facilité qui n'est jamais le mien. Soyons très très clairs. Alors maintenant, voilà, j'arrive au bout de cet épisode. Qu'est-ce qu'on va traiter dans les épisodes à venir? Dans le prochain, on va parler de la fiscalité de la location nue. Elle a un avantage, cette fiscalité, elle n'est pas spécialement complexe. Sauf sur 2-3 petits points, mais je les traiterai de manière, j'espère, pédagogique et simple. Ensuite, on traitera dans un autre épisode de la fiscalité de la location meublée. Alors là, il y aurait beaucoup à dire sur cette question-là, surtout que, comme je l'ai indiqué il y a quelques minutes, on est sur quelque chose d'un petit peu évolutif. Ensuite, on aura un épisode qui sera consacré à la fiscalité des plus-values immobilières. Là encore, beaucoup à dire parce que c'est quelque chose qui est assez complexe, donc je vais essayer quand même de simplifier parce que mon objectif, il est de vous donner, comme je l'ai dit au départ, des clés d'analyse, des éléments d'appréciation et pas évidemment de faire de vous qui m'écoutez des grands spécialistes de la fiscalité immobilière. Ce sera un mensonge que de dire ça. Et puis dans le 4e et dernier épisode, le 5e si je compte celui-là, on parlera de défiscalisation immobilière en 2024. Alors là, c'est un sujet qui est assez ouvert. Le Pinel s'arrête à la fin de l'année et on n'a pas beaucoup de produits qui vont le remplacer. Donc la question de la défiscalisation, elle est assez aiguë et sensible en 2024. Donc il sera intéressant dans un épisode de faire le point sur les différentes possibilités de défiscaliser en 2024. Donc vous voyez, on a pas mal de choses en fait à voir. Et puis, avant de terminé, petit point très rapide, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien, alors, soit sur mes réseaux sociaux, LinkedIn notamment, Instagram, vous avez les liens de toute façon dans l'épisode, vous pouvez aussi me contacter par mail également. Si vous avez des questions particulières concernant la fiscalité immobilière, n'hésitez pas, vous m'envoyez vos questions et s'il y a des questions intéressantes, je les prendrai et je les traiterai au cours d'un épisode. Voilà, je prendrai quelques minutes pour répondre de manière extrêmement précise aux questions que vous m'avez posées. C'est l'objectif, donc n'hésitez pas à me poser toutes questions. Et puis, avant de terminer et de vous laisser à vos affaires de plage, de piscine ou vos différents projets de vacances, de continuer vos différents projets de vacances, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir cet e-book gratuit qui regroupera l'ensemble des informations que je traiterai au cours de ces 5 épisodes. Je vous remercie de m'avoir écouté ou regardé pour ceux qui m'ont regardé sur YouTube et donc à très bientôt pour la suite de ces épisodes concernant la fiscalité immobilière.